Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Davy, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous allons parler de l'Ayurveda, plus exactement de cette médecine d'origine indienne qui implique de soigner le malade et non la maladie. C'est bien ça? Exactement. C'est un autre angle de vue de cette médecine plurimillénaire qui a 5000 ans d'existence et de pratique et qui tente de rassembler toutes les solutions pour maintenir en harmonie et le plus longtemps possible tous les êtres vivants issus du règne donc végétal, minéral et animal évidemment. C'est une médecine holistique qui tente de soigner l'être humain dans son ensemble, c'est-à-dire sur plusieurs plans. On parle souvent en Ayurveda de 4 corps et pas seulement d'un corps physique comme on a l'habitude de l'entendre aujourd'hui. Et donc ces 4 corps sont un corps physique, un corps psychologique, un corps émotionnel et un corps spirituel. Et la maladie, ou plutôt le déséquilibre, ce qu'on appelle ici en Occident maladie, on l'appelle en Orient déséquilibre, qui implique immédiatement une notion de pouvoir rééquilibrer. Oui, les énergies. Les énergies, les organes qui souffrent de surinflammation, etc. Donc c'est la notion d'équilibre. Et c'est ça qui vraisemblablement est la voie à rechercher pour chacun. Comprendre son propre équilibre, son propre fonctionnement, et donc du coup gérer son propre équilibre et le générer. Oui, alors justement, comment le générer, l'équilibre? C'est dur aujourd'hui, garder l'équilibre. Garder l'équilibre en Ayurveda passe par plusieurs types de rituels, on va dire. On a plusieurs branches dans la médecine traditionnelle indienne, qui est, je le rappelle, reconnue par l'OMS. Oui, on en parlera depuis longtemps. Voilà, et on en trouve de tout. On va de la pédiatrie jusqu'à la chirurgie esthétique, en Ayurveda depuis des millénaires. Donc il y a un savoir-faire, il y a une expérience, il y a une intelligence, une approche sur l'être humain qui est très intéressante. Et donc, elle peut revêtir plusieurs aspects, notamment celui de la méditation, par exemple, celui du yoga, celui du soin ayurvédique, par exemple, donc du massage, voire de l'art martial, le Kalaripayat, qui était enseigné à l'origine en même temps que l'Ayurveda dans les écoles. Et donc, il y a plusieurs, je dirais, paramètres qui permettent de recouvrer l'équilibre, de retrouver les clés de la paix intérieure. Donc, j'insiste sur un paramètre qui est très, très important, qui est valable dans absolument toutes les disciplines et au quotidien, c'est celui de la respiration. Oui. Alors, le paramètre de la respiration, c'est ce qu'on apprend davantage, ce qu'on conscientise mieux quand on fait une séance de yoga, par exemple. Oui. Et une séance de yoga, on apprend des mouvements qui permettent d'obtenir une respiration qui est plus calme, plus posée, plus... moins saccadée. Je dirais ralentie. Ralentie parce que souvent en yoga, l'intérêt c'est de décélérer l'expiration, qui est quand même un paramètre relativement important parce que ça nous permet, en décélérant cette respiration, de d'avoir un contrôle donc de la respiration et aussi des plages d'apnée entre l'inspiration et l'expiration. Donc tout ça amène, si vous voulez, à des moments de pause intérieure qui sont très intéressantes, surtout en termes de suractivité cérébrale. Souvent on ne se rend pas compte que c'est extrêmement lié, c'est-à-dire le fait de ne pas bien respirer, d'être sous le joug du stress, d'être sous le joug d'une mauvaise respiration, d'un mauvais rythme, augmente la propension à enflammer les organes et à créer par cette inflammation une suractivité qui devient difficile à arrêter, sauf quand on reprend conscience du phénomène de la respiration qui est là pour justement rapporter plus d'oxygène, aérer les voies, les nettoyer,
etc. Évidemment, couplé avec l'alimentation, c'est-à-dire les bonnes plantes qui vont permettre au processus respiratoire de bien s'articuler. On parle de plantes comme le basilic, la menthe, plus communément, mais aussi surtout la sauge, par exemple, qui est un anti-tabac numéro 1, qui est un nettoyant des sphères respiratoires extrêmement intéressant, puis surtout antiseptique. Enfin, il y a plusieurs consonances différentes, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans le milieu végétal, on va retrouver, grâce à l'Ayurveda, des plantes, des épices qui peuvent faire partie de la cuisine habituelle ou régionale et qui vont nous servir, davantage encore quand on en est conscient, à pouvoir détoxiner le corps et à le réparer aussi éventuellement en cas de souffrance. Par exemple, pour un fumeur, c'est très utile de boire des thés à la sauge ou bien de respirer la fumée de la plante quand elle est sèche, ou encore de la retrouver dans un plat quelconque. Donc il y a trois modes d'absorption en fonction des plantes et de certaines plantes aussi. Vivons au naturel. Comment désinflammer le corps ou les organes qui sont inflammés par la nourriture? Alors voilà, c'est la nourriture. On dit en Ayurveda que souvent on a 3 types de constitution. On définit le corps en fonction de 3 systèmes, je dirais, d'exploitation. Si on voulait faire une analogie avec le monde moderne des ordinateurs. On a donc 3 doshas, c'est le Vata, Pitta, Kapha. Vata qui est en fait l'air et l'éther ensemble, le principe air et éther, puisque ça fonctionne dans un cercle vertueux des 5 éléments. C'est-à-dire, je rappelle, la terre, l'eau, l'air, le feu, et l'éther qui est le 5e élément, c'est-à-dire une espèce de notion un peu impalpable, et qui serait différente des 5 sens communs. Oui, qui a un rapport avec l'éthérique. C'est l'éthérique. Exactement. Que tout le monde connaît ici. On appelle ça Dieu, l'amour, la chance. Non, ici, on peut parler normalement. Tout le monde est au courant. Ils ont l'habitude. C'est le domaine de l'invisible. Voilà. Alors, je me rappelle de certaines histoires que j'entends souvent à droite à gauche sur des gens qui ont reçu un enseignement. Et je fais un petit parallèle avec ça rapidement. En Corse, par exemple, où il y a une vieille tradition qui se transmet de mère en fille, qui permet en fait d'avoir des paroles magiques qui seraient censées calmer le feu. Ah oui. Oui, une espèce de petite manière de réciter un mantra ou une prière et, qui permettrait de désenflammer un brûlé et d'obtenir une réparation plus rapide. Alors ça, c'est un peu ce qu'on retrouve, je dirais, dans la sagesse populaire, mais il y a beaucoup de choses qu'on retrouve de l'Ayurveda, qui a traversé le fil des siècles, et qu'on retrouve dans la sagesse populaire. Vous savez, Alain, ce qu'on disait sur les remèdes de grand-mère, choses, voilà. Et ben, c'est exactement pareil. On avait les vieux grogs avec le citron, tiens, tu prendras un thé avec un peu de rhum, un peu de citron, un peu d'ail, etc. Et effectivement, ce genre de grog est extrêmement utile pendant les périodes de l'hiver. Le citron, c'est très bon, il paraît-il. Oui, en fait, je vais vous donner la recette d'un détoxinant, nettoyant miracle, comme on le trouve souvent en Inde. C'est tout simplement donc de l'eau bouillie avec du citron, du gingembre, du miel, éventuellement de la menthe évidemment, et surtout du clou de girofle et de l'ail. Alors l'ail, c'est toujours un peu la manière il faut évidemment de l'ail qui soit cuit. Bio, de l'ail bio aussi. Oui, tout ce qui est bio, on va dire, serait mieux. Mais ce qui vient du jardin, c'est encore mieux. C'est son propre jardin. Donc c'est avec un grog de cette manière-là, on a absolument, vous voyez, c'est un très bon exemple de l'Ayurveda, on a absolument tout ce qu'il faut dedans pour nettoyer le corps. C'est-à-dire qu'on a l'ail qui purifie le sang, on a le clou de girofle qui va jouer comme une espèce de forme de calmant, anesthésiant. On a la menthe qui va s'occuper des poumons, on a qui va permettre donc d'ouvrir le champ respiratoire, et puis on a aussi le citron qui va permettre de nettoyer aussi, surtout les antiradicaux libres, surtout couplé avec le gingembre qui accentue le processus de transformation intérieure et de digestion dans le corps. Donc on a là, avec toutes ces épices, chacune joue un rôle qui permet de se sentir mieux le plus rapidement possible quand on est malade, quand on attrape un rhume, une grippe, etc. C'est extrêmement efficace. En 48 heures,
3 drogues matin, midi et soir, 48 heures en général, s'ils sont bien faits, vous êtes sorti d'affaire. Donc c'est quand même vachement mieux que de traîner une maladie, comme on dit, pendant une semaine, c'est sûr, 15 jours. Donc voilà, on a des choses qui sont très intéressantes et c'est, vous voyez, avec un grog tel que on a véritablement cette alchimie de l'Ayurveda qui opère, c'est-à-dire quelque chose qui, alors d'un côté on respire mieux avec la menthe, on a le sang qui est nettoyé avec le citron, l'ail et tout ça, ça permet d'éliminer toutes les toxines. On a ce clou de girofle et cette menthe et ce miel qui va cicatriser aussi les plaies à l'intérieur. Ouais. Donc vous voyez, c'est ça agit sur la respiration, ça agit sur le sang, ça agit sur l'éveil finalement. Parce que quand un corps fonctionne bien, on a plutôt une position dans la vie qui est éveillée. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on est conscient, lucide, et on n'est pas forcément happé dans des problématiques, puisqu'on est dans une forme d'équilibre. C'est ce qui est recherché dans l'Ayurveda. Alors ça, c'est plus à des remèdes physiques. On parle pas du corps émotionnel. Il y a d'autres types de remèdes. Mais on en reparlera juste après. Etc. Mais par exemple, le curcuma, le cumin, le coriandre aussi, c'est très bon. La coriandre, oui, c'est pour la respiration plus davantage cérébrale. La coriandre, le curcuma, c'est excellent puisque évidemment c'est un antiradical libre de premier ordre et en plus c'est le meilleur remède pour les maladies assez graves, comme on appelle le cancer, ce genre de choses, c'est-à-dire de dégénération cellulaire ou de problématiques pour lutter et avoir des anticorps. Donc tout ça, c'est le curcuma particulièrement essentiel dans l'alimentation. On le retrouve souvent, d'ailleurs en Inde, dans les currys, ce qu'on appelle les currys. La couleur jaune vient du curcuma. Donc voilà, c'est très intéressant que maintenant en France aussi, en Europe, on découvre un peu ces aspects-là et heureusement qu'on peut évidemment s'en procurer de mieux en mieux. En magasin bio, j'en ai vu qui vient du Pérou, comme le gingembre d'ailleurs. Et c'est pas mal déjà d'en avoir du vrai frais, pas seulement en poudre. En poudre, bon, c'est pratique, mais pour la cuisine, mais c'est mieux de le découper soi-même comme du gingembre et de l'adjoindre dans les préparations. Et quand on couple justement tous ces ingrédients, tous ces épices, je pense que ça doit faire un effet protecteur du tonnerre, quoi. Ah oui, c'est la meilleure manière de détoxiner son corps. C'est la meilleure manière de lui faire recouvrer tous ses niveaux intérieurs. Et puis, alors si on élimine bien les toxines, qu'on digère correctement, qu'on a un processus de respiration qui est plus clair, évidemment, tout ça, ça aide à aller vachement bien dans sa vie, quoi. C'est une des bases de l'équilibre, qu'il soit mental ou émotionnel ou spirituel. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Alors, parlons de l'aspect plus spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire des autres corps. Alors oui, on parle du deuxième cerveau en Ayurveda, qui est en fait l'abdomen, le ventre. J'avais vaguement entendu dernièrement des espèces d'études qui allaient aussi dans ce sens en médecine classique, où on disait qu'on retrouvait des formes de connexion synaptique qui étaient presque comme ce qui se passe dans le cerveau finalement, mais dans le ventre, et on se rendait compte qu'il y avait presque même des neurones dans le ventre, c'est-à-dire que le ventre serait intelligent. Et c'est très marrant parce que c'est véritablement le gros du travail, non seulement sur le corps physique, quand on fait un massage ayurvédique par exemple, mais c'est aussi le gros du travail qu'on retrouve sur le plan du corps émotionnel, parce que c'est là qu'on va loger tous les stress, parce que c'est là qu'il y a le cœur, le foie. On voit bien que quand on boit un verre d'alcool, on se sent un petit peu plus détendu. L'alcool, donc par le foie, aura une capacité, en montant un petit peu en inflammation, à détendre les éventuelles cristallisations internes des organes dues à des excès de stress ou des traumatismes éventuels. Traumatisme, ça peut être aussi bien un accident physique que un événement qui pourrait créer un trouble de façon permanente. Alors, est-ce que cette technique, est-ce que cette médecine peut avoir recours justement à des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent
spasmophilie, surtout chez nous en France, de tétanie chronique, de spasmophilie, qui est liée justement au stress ou à l'inquiétude. En fait, on a toutes ces maladies chroniques qui se développent davantage en ce moment, je dirais jusqu'aux AVC, etc. Pourquoi? À cause d'un rythme de vie qui n'est plus véritablement axé sur les rythmes naturels de la nature. C'est-à-dire que déjà d'une part, en termes d'alimentation, on mange pas forcément les légumes, les fruits de saison. On s'empoisonne, avec l'alimentation traditionnelle. Pas toujours les choses qui sont censées être présentes au moment idoine. Donc ça, c'est sur le côté de l'alimentation. On a aussi du côté du rythme de vie, c'est-à-dire le travail, les conditions, la société dans laquelle on vit. Un élément qui est le temps, le stress, la rapidité. On est en permanence pollué au niveau de nos 5 sens par de la publicité, qu'elle soit auditive, visuelle. On a maintenant les téléphones portables qui aussi dégagent des ondes, la Wi-Fi, etc., qui dégagent des ondes invisibles et qui n'auraient pas forcément, selon les dernières études aussi, un impact très positif sur l'être humain, bien au contraire, et contribuerait à maintenir un état de stress, même au repos. C'est-à-dire que si on a ce genre d'appareil dans la chambre pour dormir le soir, c'est pas du tout recommandé pour passer une nuit agréable, et on se sent le lendemain frais et dispo et reposé, parce que il y a la qualité des choses que l'on perd en soi, aussi bien au niveau de l'alimentation que du bonheur de vivre. Je vais jusque-là. Alors au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faudrait supprimer aujourd'hui? Alors je voulais juste qu'on termine sur 2 choses, parce que allez-y. En termes d'inflammation, j'ai pas terminé ce que je voulais vous exprimer, Alain. Effectivement, là, sur cette dernière question, il y a encore pas mal de choses à dire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour la spasmophilie, pour ce genre de choses? Bon, alors ça, c'est des cas extrêmement particuliers. Il y a des fois plusieurs origines à des troubles qui peuvent être communs chez plusieurs personnes. C'est-à-dire que une personne peut avoir l'origine d'un trouble, c'est-à-dire ça peut se manifester par de la spasmophilie, par exemple, mais l'origine, elle peut venir d'ailleurs, d'un dérèglement qui vient ailleurs dans le corps. Vous voyez? Et pour 2 personnes, ça peut être des origines différentes, puisque l'Ayurveda essaie de remonter à l'origine du trouble. Ça, c'est très important, parce qu'on ne s'occupe plus seulement de la manifestation extérieure. Par exemple, une éruption cutanée, vous avez un bouton quelque part, tiens, vous dites, tiens, je vais mettre de la pommade, ça va passer, machin. Mais tiens, est-ce que ça veut pas plutôt dire qu'il y a un organe, en dessous, plus loin, rattaché à une sorte de carte magnétique particulière, qui souffrirait, et que justement ce serait un indicateur de la saturation de cet organe? Vous voyez, donc c'est plutôt comme ça que ça marche. D'accord. Parce que tout est lié dans le corps. On n'a pas un cerveau qui marche à côté de notre corps physique. Pour certains peut-être, mais c'est plutôt censé être le tout en un. Donc le but, c'est de retrouver les pistes du bien-être à travers les origines des troubles. On va aller un peu plus loin. Souvent, il y a un trouble qui a, qui a généré d'autres troubles aussi. Parfois, ça met du temps à revenir à l'origine réelle des troubles. Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Est-ce que cette médecine ne tient pas compte aussi, parce que nous ici on est ouvert, si on veut s'ouvrir un peu plus, par exemple des troubles qui viendraient de vie passée? Voilà, on a aussi ce paramètre-là. On parle d'atavisme transgénérationnel, je crois en psychologie actuelle, en tout cas en termes des recherches dans ce sujet, mais ça pourrait être une explication, je dirais, plus plausible. Mais oui, effectivement, on parle de troubles qu'on aurait pu générer dans des vies avant et qu'on paierait dans cette vie-ci maintenant. Donc ça, c'est le genre de trouble où c'est le plus difficile à guérir en Ayurveda. Puisque on peut soigner ce qui n'est pas karmique, mais ce qui l'est, ça devient difficile. Voilà, donc il y a tout un processus de décodage déjà, pas seulement biologique, décodage des informations, de la compréhension du pourquoi on est malade, de l'acceptation de la maladie ou pas,
et puis ensuite de la guérison, c'est-à-dire à travers une lutte ou un lâcher-prise, ou il y a tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte. Du rééquilibrage. Voilà. Finissons sur l'inflammation, parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est une inflammation? C'est un organe qui est tout le temps sollicité et qui n'a plus ses instants de repos. Donc comme il est tout le temps sollicité, qu'il n'a pas d'instant de repos, il continue de fonctionner. C'est comme une machine, une horloge qui n'arrêterait pas de tourner à vitesse grand V dans un sur-régime, ou une voiture par exemple, et qui donc monterait en température à cause d'une suractivité. Donc ça, tout le monde peut le comprendre. Comment le corps essaie de réagir par rapport à ça? Il va aller chercher à fabriquer des cellules remplies de métaux lourds. C'est-à-dire des cellules qui vont être plus costauds par rapport au fait de résister à une forme d'inflammation. Et donc, sur les zones qui sont donc les zones précises qui sont enflammées, le corps va ramener ces métaux lourds et les agglutiner pour obtenir une forme de, je dirais, de désinflammation locale passagère. Oui. On voit souvent des gens qui ont des boules à des endroits. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu. Oui, on a déjà. On ne sait pas pourquoi. On a une boule, machin, etc. Voilà. Ça, c'est un exemple qui est très intéressant parce que c'est à peu près comme ça que ça commence en fait le phénomène. Oui. Et ensuite, après, ça se déséquilibre. Alors, ça peut être apparent ou non apparent. Donc, c'est par exemple le foie. On ne voit pas forcément. Les organes ont une mémoire aussi. Donc, en cas d'alcoolisme, par exemple, c'est quelque chose qui est très difficilement palpable et guérissable, puisqu'il va falloir détoxiner le foie. Donc c'est un système très particulier sans qu'on puisse véritablement le voir, mais tout en agissant quand même sur le corps à travers plusieurs couches pour obtenir l'effet de l'équilibre désiré. Et donc ensuite, cette histoire d'inflammation, comment on fait pour désenflammer un organe? Voilà, il y a déjà les remèdes, que ce soit ayurvédique, que ce soit dans l'alimentation ou les boissons particulières, ou encore d'autres types de remèdes, puisqu'il y a aussi des remèdes particuliers en Ayurveda qui sont faits à base de plantes, qui sont adjoints à l'alimentation, évidemment, comme c'est un peu la même forme que des gélules qui seraient remplies de poudre de principes actifs de plantes. Voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on est dans le traitement, on reste toujours quand même, on récolte la plante, on la broie, éventuellement on la transforme. Il s'agit d'un remède minéral, par exemple, puisqu'il existe des remèdes minéraux aussi en Ayurveda, c'est très intéressant, qu'on peut fabriquer, qu'on fait cuire, etc. Donc on fabrique des pierres de guérison. C'est d'ailleurs un peu les origines de l'alchimie. Oui, j'ai fait une émission sur l'alchimie il n'y a pas longtemps, justement. Voilà, donc on retrouve l'élixir de longue vie dans l'Ayurveda. Voilà, donc on en a plutôt des choses qui sont naturelles, qui vont permettre donc de calmer les inflammations, de réobtenir un soulagement général. Et ça peut passer par le massage, ça peut passer par la respiration, ça peut passer par tout ça en même temps, puisque c'est holistique. Tant qu'à faire, autant gérer son alimentation, pratiquer du yoga, faire des massages. Voilà, si on arrive un petit peu à faire toutes ces choses, on est déjà mieux armé pour vivre bien dans ce monde de fou. Alors justement, il faut peut-être mieux comment gérer son alimentation, changer d'alimentation au quotidien. Voilà, là il faut plus un diagnostic par rapport au type de constitution, donc il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui connaît l'Ayurveda pour commencer à changer son alimentation, parce que sinon on risque de faire déjà des erreurs de diagnostic sur son type de constitution. Et puis après, effectivement, il y a des alimentations qu'on va aimer gustativement dans un certain type de constitution, mais qui sont pas bons pour nous. Donc il va falloir essayer de trouver une gestion entre le plaisir, qui est aussi quelque chose d'intéressant, et puis l'équilibre. Donc ça va être la notion qu'on va essayer de travailler dans l'Ayurveda quand on recherche avancer un petit peu plus loin en termes d'alimentation. Et puis donc il y a des aliments qui sont bons et des aliments qui sont moins bons, et en fonction des types de constitution c'est différent. Il y en a qui sont bons pour l'un et ils sont pas bons pour l'autre, etc. C'est comme dans les types de massages ayurvédiques. On est censé avoir un massage qui est différent pour une constitution Vata que pour une constitution Pitta. Une constitution Vata globalement aura tendance à avoir froid aux extrémités en hiver, à se refroidir. Et une constitution Pitta serait plutôt quelqu'un qui aura tout le temps chaud au corps. On en voit souvent des gens, ils
ils sont presque torse nu en plein hiver parce qu'ils Ouais. sont pas froids. Et ça, eh bien, c'est totalement un exemple de constitution PITA, de constitution feu. Et donc, ça sera pas pareil. On va essayer de calmer le feu chez les PITA, on va essayer d'augmenter le feu chez les Vata. Le feu digestif, hein, évidemment. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça s'articule. D'accord. Est-ce qu'il y a un type de nourriture, j'ai entre guillemets, qu'il faudrait vraiment supprimer? Parce qu'aujourd'hui, bon, on sait très bien que la plupart des gens vont faire leurs courses dans les supermarchés, consomment des sodas, des produits, Alors, il y a plusieurs règles en Ayurveda. La première, c'est la notion du Sattva, Raja et Tamas. C'est-à-dire ces trois notions qui permettent de définir temporellement la qualité intrinsèque d'un aliment ou d'un mouvement ou d'un être. Donc sattvique, on va dire, en traduction un peu française, pour avoir une alimentation par exemple sattvique, il faut qu'elle soit récoltée et transformée et consommée dans les 24 heures. D'accord. Donc ensuite, elle devient rajastique, c'est-à-dire plus en proie au phénomène de décomposition, et à moins qu'elle ait été refroidie, évidemment, pas forcément congelée, pour ralentir le processus de décomposition. Évidemment, les frigos, heureusement, ça permet d'obtenir un aliment le plus sattvique possible, le plus longtemps, je dirais, donc on peut gagner éventuellement 24 heures, 48 heures. Et puis ensuite, donc, on passe à ce processus de décomposition qu'on dira rajastique. Et là, l'alimentation, elle est juste encore bonne à être mangée. Mais au-delà de 48 heures, au-delà de 72 heures, on est dans un processus tamasique. C'est-à-dire que là, la décomposition est vraiment avancée et la nourriture, elle est plus du tout adaptée, synthétisable. Toutes les vitamines ont été perdues. Bon, ça n'a plus grand intérêt de manger cela après 72 heures, quoi. D'accord. Voilà, donc déjà, ça, c'est une des premières règles de l'Ayurveda. Ensuite, manger en conscience. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et évidemment, qu'est-ce qu'on mange? Alors, est-ce qu'on va manger des choses qui vont continuer d'enflammer notre corps, des choses qui vont nous surexciter, ou plutôt des choses qui vont tenter de nous calmer, par exemple? Voilà, donc il y a un petit peu tous ces paramètres qui sont en jeu. Alors la viande, par exemple, est-ce que c'est vraiment La viande, c'est pas interdit en Ayurveda, mais plutôt la viande d'un animal qui serait plus petit que soi. D'accord. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent conscience que il faut plus manger de viande, quoi. Il y a beaucoup de végétariens, de plus en plus de végétariens aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà. C'est le fait d'être végétarien, déjà, ça permet d'être sattvique, de toute manière, c'est-à-dire d'avoir une alimentation qui est très fraîche. Oui. Voilà. Et si on est crudivore en plus, très bien, parce que voilà, on est sûr de rester dans une alimentation qui va donner des qualités propices au développement de la spiritualité, par exemple. Vous voyez, on va jusque-là dans l'Ayurveda. C'est-à-dire que la façon dont vous mangez va vous emmener vers des vibrations qui sont plutôt lourdes, basses, lentes, ou plutôt des vibrations qui vont être vives, rapides, et plutôt bon esprit. Donc, vous voyez, c'est très très important l'alimentation. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Alors pour les légumes, par exemple, peut-être manger mi-cuit, mi-cru, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas de manger tout cru. Alors oui, vapeur, c'est ce qu'il y a de mieux. La vapeur, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet de conserver, si vous voulez, les qualités intrinsèques sans perdre trop pendant la cuisson. Alors c'est vrai que la cuisson, c'est intéressant parce que ça développe d'autres types de goûts, mais en termes de qualité de ce qu'on ingère, il sera toujours mieux quand c'est cuit à la vapeur que cuit à l'huile directement dans la casserole. Donc voilà, ça c'est déjà une différence majeure. Maintenant, crudivore, il faut s'y habituer, hein, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui peuvent manger un steak tartare cru et d'autres qui le préfèrent cuit. Vous voyez, donc il y a des différences aussi. Quand je parle crudivore, je parle surtout des fruits et des légumes. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, mais je faisais un parallèle avec le carnivore, justement. C'est difficile, il y a des gens qui préfèrent les légumes crus, certes, et d'autres qui préfèrent cuits quand même, parce que on a aussi nos habitudes, hein, on peut pas tout changer du jour au lendemain, il faut s'offrir une adaptation consciente et qui va de plus en plus vers quelque chose en y mettant de plus en plus soi-même les moyens, avec une discipline, je dirais, à ce niveau-là, renforcée. Mais
c'est difficile de tout changer du jour au lendemain, ses habitudes. Ouais. La plupart d'entre nous ont été conditionnés tout petits à manger de telle ou telle façon, tout au moins manger cuit. C'est vrai, ouais. Donc c'est pour ça, parce que je dis, je sais que j'ai rencontré des personnes qui disaient que manger tout cru leur donnait des gaz dans les intestins, etc., etc. Donc peut-être manger mi-cuit, mi-cru. À partir du moment où on est dans les légumes, de toute façon, on prend pas de risque. Hein. On prend beaucoup moins de risques que quand on mange de la viande. Ouais. La problématique de la viande, c'est son origine. Est-ce qu'elle est sauvage ou pas? Si elle est sauvage, évidemment, là, ça sera forcément meilleur que d'élevage. Après, c'est une question aussi de... en Ayurveda, on délimite. Il y a certains types de constitutions qui doivent plutôt manger de la viande rouge et d'autres plutôt de la viande blanche. Oui. Mais au niveau des légumes, on prend pas de risque si on mange que ça. Tous les gens qui sont végétariens, à part d'éventuelles carences en protéines qu'on retrouve quand même, en protéines végétales dans d'autres types d'aliments, on arrive à faire la balance, c'est pas très gênant. Hein. Non. Je pense que tous les végétaliens et crudivores, etc., vous donneront le même son de cloche. Ils se sentent mieux, ils se sentent moins lourds au niveau de la digestion, ils se sentent plus sereins, plus vifs, plus lucides. Donc ça a toujours un intérêt majeur. Hein. C'est une consonance de toute façon, qui d'ailleurs, avec la pollution actuelle de la planète, qui est certainement due à l'élevage intensif, parce qu'on croit toujours que c'est la pollution carbone qui est due aux machines, mais en fait c'est surtout l'élevage intensif. Hein. Alors, je pense que vous êtes au courant absolument, de ce phénomène. Voilà, alors, je voulais le rappeler aux auditeurs. Une notion extrêmement importante qui devrait nous interpeller à aller chercher plutôt les choses le plus bio possible. Allons directement chez les gens qui sont récoltants, etc., ou qui sont éleveurs. Voilà, donc là, il y a plus d'intérêt. Alors peut-être éviter l'alimentation industrielle et transformée. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut éviter ça. Déjà, ça n'a pas... C'est parce que c'est déjà tamasique, en fait. Ouais. Si on regarde les lois de l'Ayurveda, c'est déjà confectionné il y a beaucoup trop longtemps. C'est transformé 10 fois. Au niveau du goût, le goût, il est là. Mais est-ce que l'amour, le geste de la personne qui est cuisinée est dans la nourriture ou pas, par exemple? Ça aussi, c'est une notion qui est importante. Quand on fait les choses avec amour, quand on fait la cuisine, quand on fabrique son propre remède qui va nous permettre de se guérir, ça, c'est quand même génial. Bah oui, c'est sûr. C'est déjà un geste thérapeutique. Au lieu de prendre une pilule comme ça, on sait pas pourquoi, soi-disant ça fait ça, là on crée une alchimie particulière avec des aliments qui vont permettre de se guérir dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible. C'est génial. Comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça aux petits-enfants à l'école? On devrait tous savoir le kit de l'Ayurveda de base. Quelles sont les épices qui soignent? Tiens, tu t'es coupé, tu peux nettoyer ta plaie avec du citron, un peu de poudre de gingembre, et tu recouvres le tout avec du miel, et tu vas voir, tu n'auras absolument aucune cicatrice. Quelque chose tout simple. C'est l'Ayurveda. On a dans la cuisine, sa propre pharmacie. Vivons au naturel. Comment avez-vous découvert cette médecine? J'ai moi-même j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un accident de voiture quand j'étais jeune. J'avais 18 ans, j'étais un peu un jeune fou en voiture. Et donc, tout fraîchement arrivé du permis. Et puis, j'ai eu un accident de voiture relativement rapidement. Donc, je me suis retrouvé avec une espèce de colonne vertébrale en triple slalom géant. Et je m'en rendais pas compte, et au fur et à mesure des années, la kinésithérapie ne répondait pas à mon besoin de guérison. C'est-à-dire que j'ai même essayé un peu l'ostéopathie, ça ne tenait pas assez longtemps en termes de guérison sur les problématiques dont je souffrais. Donc j'avais vraiment une méga scoliose géante, vertébrale. J'avais eu les cervicales, évidemment le coup du lapin, donc les cervicales à l'envers. Et puis quand je suis arrivé ici sur la Riviera française, j'ai vu un médecin qui m'a dit écoutez monsieur, dans très peu de temps, si je ne vous opère pas, vous serez en fauteuil roulant dans 5 années. Je lui ai dit écoutez monsieur, j'ai trouvé je pense d'autres solutions, j'ai pas envie d'avoir 2 barres de fer dans le dos, j'aimerais conserver ma mobilité, j'aimerais conserver... alors je vais chercher d'autres solutions fonctionnelles, je vous remercie. Et donc je suis parti du cabinet, et puis j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda de façon plus concrète. Et puis j'avais la chance d'avoir ma mère qui avait une école de massage ayurvédique depuis
longtemps, que j'ai retrouvé ici dans la région. Donc, et son mari était praticien en massage traditionnel indien. Donc, j'ai eu la chance de connaître l'Ayurveda vraiment de près. C'était d'origine sri-lankaise, pour le détail. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est mieux d'avoir quelqu'un, je dirais, du cru, pour rentrer en contact avec cette philosophie, cette pratique, ce mode de vie, ces rituels, qui sont vraisemblablement un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire ici. Ne serait-ce que le simple geste de mettre de la crème, vous savez, sur le visage quand on s'est lavé le matin, par exemple, pour hydrater la peau quand elle souffre de sécheresse, en particulier pour les constitutions de type Vata, c'est-à-dire air, une grande tendance à la sécheresse. On a un autre remède en Ayurveda où on met de l'huile de sésame, qui est un peu la base de toutes les autres huiles de massage, et qui est extrêmement efficace. En Ayurveda, on dit que plus la graine est petite et plus elle est intelligible, donc transformable par le corps. Donc l'huile de sésame, c'est aussi une des grandes bases de l'Ayurveda. D'accord. Qu'on ne trouve pas ici en Occident, enfin on en trouve bien fort heureusement dans les magasins bio, mais on n'a pas l'habitude de l'introduire dans l'alimentation, c'est ça que je voulais dire, par exemple. Alors où et comment pratiquer l'Ayurveda en France ? Alors là, c'est un peu difficile. Il y a pas mal de gens qui s'y étaient mis il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années. Nous-mêmes, nous en avons formé beaucoup, mais c'est jamais, je dirais, assez suffisant parce que l'Ayurveda, c'est véritablement quelque chose qui met plusieurs années à être appréhendé. Au niveau des stages, je dirais, c'est toujours assez difficile de trouver des gens qui pratiquent la qualité, bien que ça existe. Il y a des gens qui... je pense notamment au centre Tapovan en Normandie, qui est somme toute pas mal. Ça permet en tout cas d'avoir une belle approche de l'Ayurveda. Il y a d'autres gens aussi qui sont à Paris, qui militent dans ce sens d'ailleurs, un peu avec l'ambassade de l'Inde. Ils ont parfaitement raison parce que je pense que si en France on pouvait réhabiliter les herboristeries et qu'elles aient un plan et qu'elles aient le soutien de l'Ayurveda derrière, en tant qu'articulation théorique, ça serait vraiment génial et puis ce serait vraiment efficace et ça nous permettrait, malgré tout ce que l'on vit actuellement, d'aller mieux. D'aller déjà mieux, beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut retrouver les informations sur Internet ? Alors, on peut trouver des informations sur Internet. Je ne sais pas si le site ayurveda.fr est encore en activité, mais là, c'est une très belle vitrine pour le phénomène, qui expliquait pas mal de choses. Moi-même, je pratique l'Ayurveda depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai développé 2 spécialités particulières dans l'Ayurveda, qui sont la musicothérapie aussi et la lithothérapie, où là j'ai un gros travail. On entend d'ailleurs de plus en plus parler en France de ce type de technique, notamment au niveau de la musicothérapie. On se rend compte que le corps fonctionne, répond aux vibrations, aux fréquences, à la musique. Donc en fonction des vibrations qu'il reçoit, il peut se sentir mieux ou moins bien. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça a des effets extrêmement puissants. Je dirais que dans l'univers, tout est vibration. On parle du Om, par exemple, qui est le cri primordial, qui a construit, créé l'univers. Donc c'est la tonalité de base, en tout cas sur notre planète. Donc ça, c'est très intéressant. L'Ayurveda, ce n'est pas religieux. Même avec le brahmanisme, c'est une médecine, c'est une technique. Ce n'est pas forcément religieux. C'est ça qui est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, les gens se concentrent plus vers la spiritualité que vers la religion. Tout à fait. Donc, moi, je pratique l'Ayurveda. Je suis à Monaco. Si quelqu'un a besoin d'un soin, avec grand plaisir. C'est possible. Ça peut se jouer sur toute la Riviera. Merci et à bientôt. Et Alain, j'espère que vous allez venir me voir. Mais bien sûr, quand je viens de Monaco, je viendrai. De toute façon, comme j'y suis souvent, il n'y a pas de problème. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup Alain, au revoir. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.